Et donc nous passons à la table ronde suivante. J'invite à nous rejoindre Tiffaine Ligutti, le docteur Blandine Dauzière, neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris et représentante du réseau Sentinelle Mortalité Épilepsie, le professeur Sylvain Reims, neurologue aux Hospices Civils de Lyon, référent national sur la SUDEP à la Ligue française contre l'épilepsie, et le docteur Gilles Huberfeld, neurologue à l'hôpital Fondation Rothschild à Paris. Je vais vite laisser la parole à Tiffaine. Donc c'est une des thématiques les plus sensibles de la journée, puisqu'il s'agit de la thématique des décès et des risques de mort subite en épilepsie. Cette question est souvent, c'est des morts subites inexpliquées. Et cette question est si complexe que le monde médical peut même avoir des difficultés pour l'aborder. Quand et comment l'évoquer avec les patients et leurs proches, au risque de générer une inquiétude et un stress qui peuvent être délétères à leur tour? À quel moment du parcours de soins? Quelles informations on peut tenter de transmettre pour éviter ces drames? On commence par écouter la synthèse du groupe de travail que nous fait Tiffaine Ligutti, qui représente en fait Sylvie Gémeaux. Vous voulez vous mettre là ou rester là? Comme vous préférez. Là? Super, bienvenue. Alors, comme dit, je suis rapportrice du groupe de travail dont j'ai fait partie. Mais Sylvie, qui est bénévole et pilote de ce groupe, et Jean-Louis, qui est copilote, malheureusement, n'ont pas pu être là aujourd'hui. Mais il était important quand même, et ça nous tenait à cœur qu'on parle de ce sujet, même si c'est seulement une première pierre à l'édifice. Alors, je lis les mots de Sylvie. En tant que parent endeuillé, j'ai découvert la SUDEP le jour de la mort de mon enfant. Avant cela, je n'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que la SUDEP? Donc la SUDEP, le terme anglais, ou MSIE, mort subite inattendue en épilepsie, c'est la même signification, c'est juste un est anglais, l'autre est français. La question n'est pas de savoir lequel utiliser, c'est vraiment de parler de la possibilité de cette mort subite et qu'elle existe en épilepsie. Une précision quand même importante, il ne s'agit pas des décès accidentels qui peuvent survenir en raison des circonstances de la crise, ni des rares décès par voie provoqués par la crise elle-même. On parle bien de la SUDEP qui se définit comme une mort soudaine, inattendue, non traumatique chez une personne atteinte d'épilepsie. Elle touche principalement les personnes avec des crises tonico-cloniques généralisées. Il y a plusieurs facteurs de risque, comme du coup les crises tonico-cloniques généralisées, une épilepsie non stabilisée, les patients qui font des crises nocturnes, ça touche plutôt les personnes jeunes, entre 20 et 45 ans, une prise des traitements irrégulière, avec un relâchement également de l'hygiène de vie, un manque de sommeil, le stress, l'anxiété et une absence de surveillance post-crise. Les causes de la SUDEP restent inconnues. On a des hypothèses qui incluent des problèmes cardiaques, à type d'arrêt cardiaque, des dysfonctionnements respiratoires, des dysrégulations du système nerveux. Pour prévenir et gérer tous ces risques, il faut maintenir une prise régulière des médicaments antiépileptiques, surveiller la crise nocturne avec des dispositifs adaptés et une grande surveillance après la crise. C'est un sujet qui est très méconnu. La SUDEP est souvent sous-discutée. En effet, il y a un manque d'information des patients et des familles sur le risque. Cela provient du fait qu'il y a une sensibilisation insuffisante des médecins et de leur cursus de formation. Et enfin, selon les médecins, difficulté aussi à établir quand donner l'information et comment. Ce sujet, il est important parce que ça permet de sauver des vies et il faut être conscient des facteurs de risque et qu'on peut agir sur ces derniers. Il est crucial d'améliorer la sensibilisation à la SUDEP et d'offrir un soutien aux familles endeuillées. Il faut continuer à intégrer la SUDEP dans le parcours de soins et encourager les professionnels à en informer leurs patients. Et enfin, il faut poursuivre les études et la recherche. Comme je l'ai dit en introduction, c'est un début de travail de l'association. C'est un sujet qui est important et qui nous tient à cœur. Et ce sommet, pour nous, permet d'introduire ce sujet et qui sera davantage travaillé en 2025.
Merci beaucoup. Alors justement, nous avons avec nous encore 3 médecins particulièrement engagés et qui ont tous un peu même presque refusé de parler de réticence sur ces communications, qui ont insisté sur le fait qu'il fallait trouver le bon moment, la bonne façon d'en parler. Et peut-être aussi pour commencer, professeur Sylvain Reims, essayer d'aider à comprendre justement ce qu'on sait aujourd'hui sur ces morts subites et inexpliquées. Oui, merci. Alors, effectivement, on ne sait pas tout, mais enfin, on sait quand même quelques éléments. Juste avant de revenir sur la question épidémiologique, pourquoi on insiste autant sur le fait qu'on n'est pas tout à fait aussi certain qu'il y ait une certaine réticence? C'est parce que c'est un sujet qui est mis en avant et dans l'intérêt à la fois médical et scientifique dans notre communauté depuis plus d'une quinzaine d'années. En France, quand même tout particulièrement, à la fois la communauté scientifique, les différentes sociétés savantes, la Fondation pour la recherche pour l'épilepsie a beaucoup soutenu la mise en place de recherches dans le domaine de la mortalité, dans l'accompagnement, puisque le réseau mortalité que coordonne Marie-Christine Picot à Montpellier a aussi ce volet-là, de pouvoir faire de l'accompagnement aux familles endeuillées. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas dans le cœur de la communauté épileptologique, est très présent et sur le plan scientifique nous a même donné à la communauté épileptologique française une place particulière du fait de l'organisation qui a été mise en place, de la collection de données, etc. Donc ça, c'était juste pour redire que oui, c'est important, que sans doute il y a nettement mieux à faire en termes de communication vis-à-vis de nos autres collègues, de nos collègues neurologues qui sont moins habitués, mais que la conscience de la problématique au sein de la communauté épileptologique, elle est vraiment très présente. Concernant ce dont on parle, c'est vrai que j'ai souvent quand même l'habitude de remettre la question des SUDEP dans le contexte plus global de la mortalité dans l'épilepsie, parce que la SUDEP est une cause qui n'est pas la cause prédominante. On estime que 40 à 50% des décès liés à l'épilepsie sont liés à des SUDEP, ce qui est beaucoup, mais ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'autres patients qui malheureusement décèdent pour d'autres raisons, que ce soit lié à la maladie en elle-même, et c'est un point qu'il ne faut pas oublier, surtout, alors Blandine me corrigera peut-être, mais il y a aussi des pathologies neurodéveloppementales, génétiques ou non génétiques ou métaboliques, qui ont leur propre évolution et où les comorbidités dont on parlait tout à l'heure peuvent entraîner un risque de surmortalité. Et la vision, en particulier de l'épilepsie de l'enfant, ne peut pas se limiter au risque de SUDEP, il y a tout le reste. La même chose chez l'adulte, dans les données mortalité qui sont évoquées. Un patient qui développe une épilepsie sur une tumeur cérébrale agressive, la mortalité va être importante du fait de la tumeur cérébrale. Ensuite, il y a les suicides, on en a reparlé ce matin, ça ne peut pas être mis de côté non plus, et la problématique des accidents. Donc, à peu près 40% de l'ensemble des décès sont liés à des morts soudaines inattendues. Effectivement, le risque à l'échelle de tous les patients souffrant d'épilepsie, il est globalement bien établi, c'est 0,1% par an. Et quand on prend les patients qui sont à plus haut risque, c'est-à-dire les patients souffrant d'une épilepsie pharmacorésistante, avec toute la limite de ce que veut dire l'épilepsie pharmacorésistante, puisque la définition a l'avantage d'être simple, et c'était un vrai progrès cette simplicité, mais a le désavantage de mêler des patients qui ont une épilepsie très active et une épilepsie moins active. En tout état de cause, on est autour de 0,4 à 0,5% de risque annuel. Alors, on est tous conscients ici que la problématique de l'épilepsie, c'est que c'est une maladie au long cours, et que le risque annuel est un risque cumulatif. Sur des études très connues qui avaient été conduites en Europe du Nord, quand on regarde des épilepsies débutant dans l'enfance avec une évolution vers la pharmacorésistance, il y avait un risque cumulatif de décès, toutes causes confondues, de 20% à l'âge de 40 ans, et donc de SUDEP de la moitié, c'était autour de 10 à 12%. Donc effectivement, sur le long terme, il y a un risque cumulatif qui est très significatif, qui explique que la mort soudaine inattendue dans l'épilepsie soit la deuxième cause de perte d'année de vie chez des sujets jeunes. Mais je vais laisser ensuite la parole à Blandine, parce que l'un des points que vous avez souligné du fait qu'il y a un pic chez le jeune adulte est effectivement ce qu'on a longtemps considéré. Et depuis 4-5 ans, on revient sur cet élément
qui était probablement biaisée par la façon dont on arrive à collecter les données. C'est-à-dire que pour collecter les données de mortalité, par exemple en France, il y a tout le système de l'INSEE qui permet de collecter les causes de décès, mais encore faut-il que les certificats de décès notifient le fait que ce soit une SUDEP. Et c'était déjà difficile chez l'adulte, mais chez l'enfant, c'était encore plus compliqué. Donc il y avait probablement une sous-représentation des décès chez l'enfant. Et quand on regarde les données nord-américaines ou les données suédoises, globalement, on retrouve des SUDEP à tout âge. Mais comme la prévalence de l'épilepsie finit par définition, elle augmente avec le temps, oui, on a une augmentation. Et puis, c'est probablement pas les mêmes épilepsies qui sont à risque de décès chez l'enfant, mais chez l'adulte. Mais du coup, je passe la parole à ma collègue pédiatre, si vous êtes d'accord. Oui, avec plaisir. Et votre collègue pédiatre pourra peut-être reprendre un petit peu le décryptage de ce qui se passe, ce qu'on sait, en fait. Non, mais elle peut. J'en ai raté j'en ai oublié ce que je devais dire. Non, mais elle peut. Non, vous préférez. Ok. Je te laisse le... Sinon, tu complètes l'épidémio et je reprends sur ce qui se passe. Ok, si vous voulez. Oui, donc bonjour. Effectivement, sur l'épidémie en France, enfin de façon pas que en France, mais sur la SUDEP chez l'enfant, avant, on avait l'impression que les chiffres étaient moins importants que chez l'adulte, et c'est ce que disait Sylvain, parce que probablement c'était sous-déclaré. Mais maintenant, effectivement, on a plutôt l'impression que c'est les mêmes chiffres. Et après, en pédiatrie, on a aussi des maladies génétiques qui touchent le petit, avec une augmentation du risque de SUDEP sur des gènes qui sont bien connus, en fait. Donc on a cette cause-là qui est quand même assez fréquente. Et ensuite, on a de nouveau un pic au moment de l'adolescence où ça correspond du coup aux jeunes adultes. Et ça correspond aux jeunes adultes parce que là, c'est lié à l'évolution de l'épilepsie. Après, c'est aussi le type d'épilepsie. On l'a vu tout à l'heure avec les facteurs de risque, avec les crises tonico-cloniques généralisées. Et on a une grande part des épilepsies de l'adolescent et du jeune adulte qui sont les épilepsies généralisées, où on a des crises tonico-cloniques généralisées qui surviennent la nuit, et donc des patients qui sont plus à risque. Merci. Et donc sur ce qui se passe, excusez-moi d'avoir eu un trou de mémoire, donc sur ce qui se passe, on n'est pas capable de répondre précisément qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nos patients, si vous me permettez cette expression, pour expliquer que certains vont être réellement à risque de décéder et pas d'autres. Ce que l'on a comme données, c'est quelle est la séquence qui survient au moment où malheureusement le décès va survenir. On l'a observé à la fois sur la base de travaux dans des modèles animaux d'épilepsie, mais également en ayant accès à des données de patients qui étaient malheureusement décédés alors qu'ils étaient hospitalisés en vidéo EEG à travers le monde, parce que c'est des situations extrêmement rares. Donc c'est une étude qu'avait à l'époque coordonnée Philippe Rivelin, et on avait récupéré les données mondiales. Ce que l'on voit, c'est que dans cette étude, tous les patients sont décédés au décours d'une crise, ce qui est important, parce qu'il y a eu à un moment donné des discussions. Est-ce qu'une SUDEP peut survenir en dehors des crises, sans crise dans les minutes qui précèdent? Il y a un cas dans la littérature, donc vous dire que ce n'est pas possible, je ne pourrais pas vous le dire, mais globalement, on considère quand même qu'il faut qu'il y ait eu une crise avant. Dans cette étude, tous les patients avaient fait une crise, effectivement avec convulsion. Au décours immédiat de la crise, tous les patients étaient vivants. C'était au sens, on voyait leur rythme respiratoire et on voyait le cœur battre. Et le décès survenait dans les minutes qui suivaient la crise, avec, sur les données telles qu'on pouvait les regarder, avant tout un arrêt de la respiration, que l'on considère comme étant le témoin que on respire avec nos poumons, mais nos poumons sont contrôlés par notre cerveau, et que l'hypothèse principale, c'est qu'il y a une défaillance du contrôle de la respiration par le cerveau qui a été désorganisée par la survenue de la crise, et que c'est ça la principale problématique, et du fait du manque d'oxygène, puisque le patient ne respire plus à ce moment-là, que le cœur finit par s'arrêter. Mais donc, globalement, ceci survient après. Donc, le fait d'avoir une respiration forte pendant une crise d'épilepsie, le fait d'être cyanosé pendant une crise d'épilepsie, ça, on sait que ce sont des choses qui sont parfaitement attendues, et ce n'est pas ça qui on peut affirmer que c'est un précurseur d'ensuite entraîner un arrêt respiratoire puis cardiaque dans les 2, 3, 4, 5 minutes qui suivent les crises. Là où on est par contre très mauvais ou pas suffisamment avancé pour essayer de comprendre, c'est que donc, comme ça a été dit tout à l'heure, le facteur de risque principal, c'est le fait de faire régulièrement des crises convulsives, principalement au sommeil.
Mais ça concerne beaucoup de patients. Et même si chaque SUDEP est un drame et que le risque cumulatif est celui que je vous ai évoqué, on reste quand même sur une complication rare, voire même très rare. Et donc il y a sans doute certains patients qui vont développer une susceptibilité particulière pour expliquer qu'à ce moment-là, sur cette crise-là, ce jour-là, effectivement, le système de contrôle cérébral de la respiration a dysfonctionné. Et savoir essayer d'anticiper, ça on en est à l'heure actuelle incapable de le faire. On cherche, mais pour l'instant on ne trouve pas. Et si je peux me permettre, puisqu'on avait donc préparé aussi cette table ronde avec Sylvie Gémeaux, dont Tiffaine a rapporté le témoignage et le travail. Donc on ne l'avait jamais prévenue de ce risque, ni elle ni son enfant. Et il y avait un sentiment de gâchis, puisque c'était une période de vie où son enfant avait un peu pris plus de risques, il dormait moins. Il était justement dans cette phase aussi, transition, adolescence, âge adulte. Or, lui, un neurologue, n'était certainement pas dans votre réseau d'épileptologues plus engagés, qui lui avait dit qu'il ne risquait pas de mourir d'une crise d'épilepsie. Donc, il y a cette notion que, est-ce que si on informe plus, si on réduit plus le risque de crise, ça fonctionne ou pas? Je sais que Gilles Leberfeld, vous m'avez dit que c'était aussi plus compliqué que ça, qu'il y avait même des SUDEP qui pouvaient survenir quelque part vraiment dans un ciel bleu, d'une situation régulée. C'est vraiment complexe. Oui, c'est complexe en plusieurs sens. Pour commencer, les patients qui font des crises généralisées convulsives la nuit s'en rendent compte dans à peu près 50% des cas seulement quand on demande de compter par rapport à ce qu'on peut enregistrer. Ça fait que d'une part, un certain nombre de patients qu'on pourrait penser équilibrés peuvent tout à fait ne pas l'être. Par exemple, moi, à la consultation de mercredi, j'ai vu un patient qui faisait essentiellement des crises généralisées, qui semblait ne plus trop en faire depuis au moins 3 mois, avec un traitement franchement lourd, mais avec une question qui persistait, c'est en fait-il la nuit? Et il me disait, j'ai l'impression que je crois que j'en fais pas. Je dis, on a éventuellement des dispositifs qui marchent plus ou moins pour détecter au moins les crises convulsives. Il me dit, oui, mais j'en ai un, mais j'ai arrêté de le porter parce que ça sonnait tout le temps, notamment quand je fais du sport, ainsi de suite. Et là où il y a une éducation qui est peut-être à reprendre, je dis, ok, mais on peut le mettre que la nuit. Et au moins, peut-être qu'on saura ça. Donc il y a une première méconnaissance là qui est évidemment compliquée. Tout à fait. Ensuite, la question de l'information est évidemment elle-même compliquée. Et très honnêtement, il n'y a pas de règles. Et puis s'il y avait des règles, on ne se poserait pas la question. Elle va dépendre de si c'est l'annonce diagnostique, si on est plus tardif, de la façon dont c'est totalement assommant pour un patient initialement, quand on commence à lister un certain nombre de choses qui vont être compliquées, qu'il va falloir adapter. Voilà. Moi, j'ai tendance à généralement pas en parler à la première consultation parce que je trouve que c'est trop. Et trouver le bon espace, c'est plus ou moins simple et ça va être extrêmement dépendant d'un patient à l'autre. Alors, il y a aussi une attitude qui, je pense honnêtement, ne prévaut plus, qui était une attitude médicale très paternaliste en disant ça va trop les stresser, ça va trop les angoisser, donc il n'y a pas à leur dire, et il y a d'autant moins à leur dire qu'on ne sait pas réellement les prévenir. Sachant qu'on n'a pas d'attitude très spécifique à mettre en place, pourquoi aller stresser pour rien? Alors c'est peut-être un peu d'un autre temps, ça c'est évident, hein, et on essaye évidemment d'informer les patients, mais c'est un espace particulier. Oui, dans mon hôpital, on a fait une brochure par exemple qui est assez longue pour les patients. On n'a pas mis les SUDEP dedans, puisque ça c'est plutôt, on le perçoit comme ça, quelque chose dans une interaction directe et pas dans une lecture froide d'un document. Alors il se trouve que je crois que la HAS, dans ses recommandations, met l'information sur les SUDEP assez d'emblée. Et je crois que vous, en pédiatrie, vous disiez que vous aviez une approche différente, y compris parce que ce risque, il est souvent malheureusement plus présent dans certains syndromes. Alors nous, déjà en pédiatrie, c'est quand même différent de l'adulte, c'est-à-dire que c'est des enfants, donc il y a les parents, ils vivent pas seuls. Souvent, ils dorment pas. Alors, ils peuvent dormir seuls, mais il y a quand même une surveillance la nuit. On a rarement des cas comme ça, en fait, parce que les parents interviennent, viennent. Donc, l'information est un peu différente quand même avec la personne qu'on a en face. Mais effectivement, nous, en tout cas dans notre équipe, parce que c'est pas pour tout le monde, mais nous, on l'annonce très vite et souvent dès la première consultation, parce que dans cette consultation, on va aussi annoncer les risques des crises.
On va leur conseiller de ne pas prendre de bain, de ne pas fermer à double tour la porte de la salle de bain au cas où il se passe quelque chose. Et donc, on va amener en même temps la SUDEP dans quel est le risque de faire une crise, en fait. Et en fait, moi, ça fait 10 ans que j'en parle. Et au début, j'avais l'impression que les parents étaient surpris. Et en fait, maintenant, ils ne sont pas surpris parce qu'en fait, je pense que quand on les voit, l'enfant a déjà fait une ou plusieurs crises et en fait, ils ont déjà cette information parce que soit ils ont vu leur enfant faire une crise et quand on a vu quelqu'un convulser, on a quand même clairement l'impression qu'il y a possibilité de mourir. Donc, ils ont déjà eu cette impression-là. Les parents, ils l'ont. Et parfois, ils nous le disent spontanément. J'ai cru qu'il allait mourir. Donc, on a une petite porte pour en parler. Et souvent, ils ont cherché sur Internet. Google est quand même notre ami à tous. Ils ont tapé quel risque à faire une crise. Est-ce que je peux mourir d'une crise? Et en fait, ils ont déjà la réponse. Et quand on leur en parle, ils ne sont pas spécialement surpris. Et donc, je pense que les patients sont au courant avant même qu'on l'évoque. Donc c'est vrai que nous, on le fait très rapidement. Après, on n'en reparle pas à chaque consultation, mais on en reparle souvent avec les ados un peu plus tard, notamment dans les conduites à risque. En fait, je voulais dire que j'étais vraiment d'accord et que je pense que ça s'applique aussi chez l'adulte, c'est-à-dire que quand même les premières fois, souvent, si on s'éceint de la consultation première crise et le suivi au long cours, sur les consultations première crise, souvent les patients, même adultes, ne viennent pas tout seuls. Et s'il y a eu un témoin, oui, et qu'ils ont vu une crise généralisée, il y a quand même eu souvent l'impression que leur conjoint ou leur membre de la famille allait décéder. Et du coup, je pense que laisser la porte ouverte à la discussion lorsqu'on évoque les différents risques, quand on annonce une épilepsie, très honnêtement, je le fais. Alors, est-ce que je utilise le mot SUDEP? Pas forcément au sens terme. Est-ce que je dis, oui, c'est très rare, le cœur et la respiration peuvent s'arrêter après une crise convulsive? C'est vrai que je le fais systématiquement. Après, finalement, la question de savoir est-ce que la personne qui est en face de moi a réellement retenu de ce que je lui ai dit, en tout cas l'a entendu, est une question ouverte. On a tous des expériences plus ou moins traumatiques, y compris en dehors de l'épilepsie. J'ai un souvenir en tant qu'interne d'avoir annoncé une tumeur cérébrale et rétrospectivement d'avoir été beaucoup trop violent de la façon dont je l'ai faite, en ayant voulu absolument que la famille comprenne. Et 3 semaines plus tard, ils ont revu en disant « mais on nous a jamais dit ça », alors que même moi j'étais traumatisé de l'avoir dit trop violemment. Ce qui montre bien qu'à un moment donné, cette distance de la façon dont on l'annonce, c'est quand même un peu compliqué. Mais du coup, sur des patients qui pourraient avoir l'impression de ne l'avoir jamais eu, soit ils ne l'ont jamais eu, soit ils ont eu l'information une fois parmi d'autres choses et il y a eu tellement d'autres choses qu'ils ne l'ont pas retenu. Par contre, c'est vrai, ce que l'on ne fait pas par rapport à d'autres choses, tout à l'heure on citait la question de la femme en âge de procréer, moi je redemande systématiquement, est-ce que vous avez un projet de grossesse ? Donc en fait, là, on réinitie à chaque consultation l'information vis-à-vis de la question de la contraception, vis-à-vis de la grossesse, alors que non, je ne vais pas le faire ensuite systématiquement à chaque fois que je vois un patient avec une épilepsie pharmacorescente. Et au fait, est-ce que vous vous souvenez bien que je vous ai dit qu'il y avait un risque de mort soudaine inattendue? Ça va m'arriver de réinitier soit sur la question de la famille, soit des fois pour expliciter un tout petit peu mieux certaines propositions thérapeutiques que l'on peut faire, parce que même chez les patients, on sait que des patients pharmacorésistants, ils en ont ras-le-bol de changer de médicaments, ils n'en voient plus que les effets secondaires sans forcément voir le bénéfice en termes de fréquence des crises, parce que passer de 10 crises par jour à 6 crises par jour, si c'est pour avoir une très grande fatigue, on comprend qu'en termes de qualité de vie, ce soit compliqué. Mais il y a certains patients, parce qu'ils font des crises convulsives la nuit, on a le sentiment que ça peut quand même être utile de réessayer un médicament, quitte à l'arrêter s'il y a trop d'effets secondaires, mais au moins se donner l'opportunité que ce nouveau médicament-là. Et c'est vrai que pas pour du tout être dans une attitude en disant si vous ne faites pas ça, vous allez mourir, pour être très clair, la question n'est pas là, mais ça permet d'expliciter pourquoi, alors même que j'ai entendu qu'ils n'avaient pas envie de changer de traitement, je serais quand même dans une proposition d'aller dans ces traitements. La question peut se poser de la même façon pour la chirurgie, même si on le fait un peu moins, parce que les données sont là. On sait qu'à l'échelle globale des patients, la chirurgie de l'épilepsie diminue la mortalité à long terme, probablement par son efficacité en termes de fréquence des crises, mais c'est vrai que ce n'est pas un élément qu'on prend facilement en compte. Donc, par rapport à d'autres choses, oui, l'information, on la donne. Mais c'est la réitération, je pense, de l'information qui est plus difficile à gérer et qui explique que certains patients n'ont pas toujours. Par contre, l'HS donne des éléments, et puis on a aussi, il y a des choses à destination des patients et
et des médecins, qui a été fait par le réseau Mortalité, qui est bien fait, qui explique également tout ça et qui sont facilement trouvables sur le site pour pouvoir transmettre les informations. Et peut-être, docteur Huberfeld, pour rester un tout petit peu sur cette thématique, ce qui ressortait aussi beaucoup de nos précédents échanges, c'est que ça pouvait même être... Enfin, vous étiez d'autant plus en réflexion sur ce niveau d'information que ça peut casser le lien de présenter justement un risque trop massif par rapport à l'observance, par rapport à la lutte contre les crises, par rapport... Casser le lien, c'est le lien entre le malade et le médecin qui est complexe, qui peut mettre du temps à se mettre en place, qui peut se faire d'emblée, et ça se fait souvent d'emblée en fait dans les consultations d'épileptologie, surtout quand les patients ont déjà eu du mal en fait à expliquer leurs symptômes, à les décrire, et qui se trouvent en face de quelqu'un qui arrive à leur décrire partiellement, mettre des mots partiellement sur ce qu'ils ressentent. Donc ça, non, je ne crois pas vraiment. Mais encore une fois, pour moi, il y a un moment qui est particulier, qui est parfois difficile à définir, et c'est là-dedans. Là où, pour moi, c'est un peu plus compliqué, et on a discuté de ça, c'est cette espèce d'argument d'utiliser le risque de décès comme argument massu sur la prise et la bonne prise du traitement. Ça, c'est assez compliqué, c'est pas si simple. Évidemment, c'est important de bien le prendre. C'est important de bien le prendre parce que ça va avoir un effet positif sur ce risque de décès, mais également sur le risque de blessure, sur un certain nombre de choses qu'on va pouvoir avoir au cours de l'épilepsie. Prendre le traitement, pardon, si je peux me permettre, et l'hygiène de vie, le sommeil. Et l'hygiène de vie et le sommeil sans excès, puisque aussi un des avantages des médicaments, c'est quand ils fonctionnent au moins, de permettre aux gens de vivre le plus normalement possible, et c'est pas anodin non plus. J'ai un souvenir, moi, par exemple, je me suis intéressé pas mal aux facteurs favorisant les crises, et j'ai un souvenir il y a des années de ça, d'avoir vu un patient et sa femme pour la première fois, qui m'expliquaient qu'ils avaient lu ce que j'avais écrit, et qu'effectivement, depuis, ils se couchaient tous les soirs à 9h, ils ne prenaient pas d'excitants, ils faisaient attention à beaucoup de choses, et je lui ai demandé, mais il y a moins de crises ? Il me dit non. J'ai dit, peut-être qu'il va falloir changer un petit peu la façon de s'adapter. Donc voilà, effectivement, il faut essayer de trouver un équilibre qui peut être un équilibre dynamique entre les contraintes, mais la maladie, c'est avant tout une maladie de la liberté. Et alors peut-être, docteur Dosière, parce que l'enjeu quand même, et moi je me rappelle encore donc, de ce témoignage de Sylvie Gémeaux, c'est non seulement pour les patients, mais pour l'entourage, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter, qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a cette notion que peut-être, parce que en fait vous dites le risque de décès, il est connu justement, les parents peuvent l'avoir perçu pendant la crise, mais là quelque part la trahison, c'est que la crise est terminée, et donc elle disait, en tant que proche, on se dit, ça y est, l'orage est passé, on est hors de danger quelque part. Et paf, quid de ce qui peut être fait ? Est-ce que être à côté du patient, est-ce qu'il y a des stimulations, est-ce qu'il y a des gestes à faire ? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de mesures d'interaction ? Nous, on dit qu'après la crise, il faut que les parents restent près de l'enfant, le réveillent, le stimulent, vérifient qu'il est bien réveillé, et après le laisser dormir, après l'avoir bien réveillé, s'il a besoin de se reposer. Mais le premier geste à faire, c'est de venir, en fait, d'intervenir et de stimuler l'enfant et de le réveiller. Mais effectivement, pour nous, c'est plus facile, encore une fois, parce que les enfants sont rarement seuls. Alors après, je laisserai mes collègues pour dire ce qu'ils font chez l'adulte, mais voilà, nous, c'est essentiellement ça, le fait d'être présent. Et après, on avait évoqué la réanimation par les parents. Alors oui, si les parents sont en mesure de faire des gestes de réanimation, vous nous aviez posé la question, est-ce qu'il faudrait former tous les parents ? Alors, moi, j'étais plutôt à dire non, parce que je ne vois pas comment on peut réussir à faire ça. Mais après, c'est plutôt une histoire de pourquoi il ne faudrait pas commencer à former les enfants, tous les enfants du primaire, collège, aux gestes de réanimation, ce qui fait que dans 10 ans, ce sera des parents qui sauront agir. Voilà. Mais c'est vrai que je ne vois pas trop comment mettre dans la consultation le risque, rester près de votre enfant et attendez, on va faire une petite séance de comment on réanime. Enfin, voilà, moi, ça me paraissait un peu... Mais je ne sais pas ce que pensent mes collègues. Est-ce que vous, chez l'adulte, ce que vous donnez
Oui, je réfléchis. Non, c'est compliqué. Est-ce que si un patient ou une famille nous demande est-ce que de faire une manœuvre de réanimation cardio-respiratoire peut avoir un impact, on ne peut pas répondre non. Parce qu'une des données de l'étude hospitalière Une des données de l'étude dont je parlais, qu'effectivement, il y avait des patients qui étaient malheureusement décédés de SUDEP, et il y a des patients qui avaient fait ce qu'on appelle une NIR-SUDEP, donc une SUDEP proche, qui a fait un arrêt cardio-respiratoire. Et quand on regarde ces NIR-SUDEP, c'était tous des patients, ils étaient à l'hôpital, hein, mais qui avaient qui avaient été massés dans les 2-3 minutes qui suivaient l'arrêt cardiaque, alors que dans ceux qui sont décédés, c'était beaucoup plus irrégulier. Point important, parce que sur le plan scientifique, il est indispensable d'être formel sur le fait que ça veut dire que les patients qui ont été massés, le massage les a sauvés. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont décédés, si on les avait massés, ils auraient été sauvés. Le lien va dans un sens, mais ne va pas forcément dans l'autre. Et donc, c'est raison pour laquelle on ne peut pas dire à l'heure actuelle qu'on est certain et que c'est à la fois important pour toute déculpabilisation et pour ne pas vivre dans une anticipation permanente. Parce que quand on voit un adulte de 20 ans qui a envie de commencer à mener sa vie et qui, lui, a envie de prendre son appartement et que la discussion arrive, on est souvent très embêté parce que lui est demandeur de vivre seul, de prendre son autonomie. Et si son entourage lui dit non, mais il est en dehors de question que tu vives seul parce qu'on veut être là en pouvant intervenir toutes les nuits, ça nous met dans une situation très, très compliquée. Et au final, on est aussi là pour entendre la réalité de la qualité de vie au quotidien, les demandes des patients et de leur donner des informations, mais de ne pas ensuite forcer des choses qui iraient presque au détriment de la volonté du patient, peut-être pas de son entourage, mais du patient. Oui, comme disait le docteur Hudberfeld, c'est une maladie de la liberté aussi. Tiffaine, quand même, on parle de tout ça là, très médicalement, très cliniquement. Comment est-ce que qu'est-ce qui vous a conduit à aller-vous dans ce groupe, si vous voulez bien, ou si ça vous va de partager ou Déjà, je voulais comprendre parce que pour moi, j'ai la chance d'être stabilisée. C'était un sujet plus ou moins connu, on en parle, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, ce que ça engendrait, ce que c'était, ce qui se cachait derrière ce mot SUDEP, en fait. Je ne savais pas. J'avais besoin de m'investir, de comprendre ce qu'on peut comprendre parce qu'il y a quand même quelques incompréhensions. Et oui, pour moi, c'est un sujet où il faut parler, il faut en informer. Et c'est la maladie de la liberté, je suis d'accord, on peut faire vraiment de magnifiques choses en étant épileptique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, je crois. Et mais pour tout ça, il faut profiter, mais être raisonnable quand même. Et je pense que c'est un sujet on peut éviter, on peut sauver des vies, il faut communiquer. Et pour essayer de sauver des vies, éventuellement, Dr Hudberfeld, si vous voulez enchaîner, je crois que vous êtes en train d'essayer de mettre au point des dispositifs qui pourraient permettre d'aider, peut-être. Alors, la problématique à ce stade, elle est plus de détecter un risque imminent de mort subite et peut-être la crise convulsive juste avant, notamment au cours de la nuit. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, qui sont par exemple des montres, ou des bracelets, des capteurs de fréquence cardiaque. Il y a un phénomène assez particulier entre la fin de la crise et cette éventuelle mort subite qui est une mise en jeu particulière du système végétatif pour lequel on a des outils éventuellement. Mais la difficulté à l'heure actuelle, c'est de pouvoir détecter cette période à risque potentielle et puis derrière, que fait-on ? Et ça, c'est pas anodin et c'est pour ça que les choses, et notamment la recherche, et Sylvain fait des choses extrêmement précieuses là-dessus, doit progresser. Et en tout cas,
la première chose qu'il est possible de faire, c'est effectivement de prévenir, mais on ne pourra prévenir dans le timing spécifique que quelqu'un de la maison, que quelqu'un d'extrêmement proche. Donc ça pose aussi cette grande question effectivement de l'autonomie derrière. Ensuite, il y a des recherches qui sont en cours qui vont peut-être permettre de mieux comprendre des mécanismes et chez des patients particulièrement à risque de proposer peut-être, mais nettement plus tard, et Sylvain en parlera 1000 fois mieux que moi, des thérapeutiques, mais on n'en est vraiment pas là. Puisque vous en parlez mieux que lui. Ok. En termes de thérapeutique, pour l'instant, oui, il a été montré que de baisser la fréquence des crises a un impact sur les SUDEP, au moins transitoirement. Quand on regarde uniquement des patients inclus dans des essais médicamenteux visant à évaluer un nouveau médicament contre l'épilepsie, il y a effectivement une diminution transitoire du risque de SUDEP. Ça peut paraître une lapalissade, mais ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'effectivement, il est possible de moduler ce risque, au moins sur des périodes temporaires. Ensuite, de manière plus spécifique, il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'on pourrait développer des traitements à rajouter aux traitements antiepileptiques, mais qui auraient pour vocation de limiter les conséquences qu'a pu avoir le fait de faire des crises sur les centres dans le cerveau qui contrôlent la régulation respiratoire ou d'autres choses, et que ceci puisse finalement diminuer la fenêtre à risque après une crise. Ça, c'est la première option. Et pour l'instant, on en est loin pour deux raisons. C'est qu'on n'a pas forcément les bonnes cibles thérapeutiques. On voit qu'il y a certains dysfonctionnements dans certaines molécules dans le cerveau et dans certaines régions du cerveau, mais pas suffisamment spécifiques pour arriver à proposer des traitements. Et puis l'autre problématique, c'est qu'on aurait même du mal à les évaluer. On est dans une maladie très rare, enfin dans une complication très rare d'une maladie, et faire un essai thérapeutique de ce type de médicament est compliqué. L'autre option, ce serait effectivement d'être en capacité d'apporter un élément thérapeutique au décours immédiat d'une crise, à condition qu'on puisse être certain que c'est une crise particulièrement à risque. Donc là, pareil, il y a des études, pour l'instant, qui n'ont pas été jusqu'au bout des résultats les plus positifs. Il y en a une française qu'on a coordonnée, la quasi-totalité des médecins qui sont dans la salle y ont participé, c'était financé par le ministère de la Santé, donc par les étages au-dessus, et on essayait de donner un traitement au décours immédiat d'une crise, pas du tout pour prévenir les SUDEP, mais dans un premier temps pour voir si on modulait la respiration avec un traitement particulier qu'on donnait à l'hôpital. Malheureusement, il y a un petit élément peut-être positif sur l'importance du coma post-critique, mais pas du tout sur la respiration. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé. Mais si on doit aller dans cette direction, ça posera effectivement la question de l'intérêt des systèmes de détection de crise. Mais j'insiste, à l'heure actuelle, les systèmes de détection ont fait beaucoup de progrès, mais on ne peut pas dire que l'utilisation d'un système diminue le risque de SUDEP. On n'en sait rien. C'est très très important, je pense, d'avoir cela en tête, parce que on ne peut pas le dire comme ça. Et je ne recommanderais jamais l'utilisation d'un système de détection à un patient chez lui sur cet argument-là. Il y a plein d'autres raisons de pouvoir le faire, de compter les crises, de se sécuriser. Si la famille m'en parle, je serai toujours plus proactif en disant oui, ça peut être utile, et en discutant les tenants, les aboutissants de la problématique des fausses alarmes, des réveils la nuit, de l'impact sur la qualité de vie, mais d'aller moi de manière proactive dire il faut que vous achetiez tel ou tel type de système parce que ça va permettre de prévenir la mort soudaine, ce serait vraiment, à mon sens, pas acceptable. La situation est peut-être un tout petit peu différente dans les hôpitaux et dans les institutions médico-sociales, mais simplement parce que l'encadrement et l'intervention qui là peut être médicalisée au sens large, ou paramédicalisée, se pose différemment. Mais vraiment, je séparerais. Et ne pas se culpabiliser du coup si on n'a pas de système de détection, parce que vraiment, si quelqu'un vous dit que ça diminue le risque de SUDEP, ce n'est pas vrai. Et j'ai envie de dire, toujours pour me rappeler du témoignage de Sylvie Gémeaux, ne pas se culpabiliser tout court, que ce soit des proches, des parents. C'est encore une fois tellement soudain et inexpliqué, même pour vous, que c'est quelque chose qu'il faut sortir des suites. Oui, c'est la définition de inattendu, ça s'apparente bien comme cela. Et même par rapport à la question,
est-ce que si j'avais été mieux informé, ou informé tout court, ou mieux compris l'information, j'ai au moins j'ai été régulièrement confronté à des patients décédés de SUDEP parmi les miens, malheureusement. Et il y en a au moins 2 patients qui sont décédés, dont j'ai en tête, 2 adultes. Le premier, il avait participé à toutes les études sur la mortalité qui ont été organisées et coordonnées à Lyon. Et on en a coordonné quand même plusieurs. Donc on ne peut pas dire qu'il n'était pas multi-informé, il était parfaitement conscient du risque. Et malheureusement, il est décédé à son domicile. Et une autre, une patiente avec un syndrome de Dravet, participant également dans une étude européenne que je coordonne sur le risque de troubles respiratoires dans le syndrome de Dravet, qui est aussi décédée. Donc pareil, c'est des histoires très tristes à chaque fois, aussi pour tout le monde, y compris pour les neurologues qui suivent et les neuropédiatres qui suivent les patients. Mais c'est juste 2 exemples pour vous dire que oui, ils étaient particulièrement informés, ils avaient signé plein de consentements pour aider la recherche sur la mort soudaine inattendue, et pour autant, malheureusement, c'est pas ça qui les a protégés, et en tout cas, c'est pas ça qui m'a permis, moi, de les protéger. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour des questions, ou peut-être Eva, non? Ah oui, pardon, Frédéric. Ou vous préférez cet après-midi? On vous laisse atterrir? Peut-être d'abord une question, alors? Bonjour, je m'appelle Anne, je suis comme Sylvie Gémeaux. J'ai découvert la SUDEP le jour où mon fils est décédé, il y a 23 mois. Il est devenu épileptique à l'âge de 24 ans, donc c'était le coup de massue pour lui et nous également. Il en est décédé en 27. Ma question est, comment vous pouvez savoir si on est mort d'une SUDEP ou pas, puisque à l'autopsie, ça ne se voit pas? Alors, on a 3 niveaux de classification, pour vous répondre très médicalement. On a des SUDEP qu'on considère comme certaines, avec toute la limite que ça a, c'est-à-dire des décès pour lesquels il n'y a pas de cause apparente, ils ne sont pas décédés pendant une crise, et où l'autopsie a confirmé qu'il n'y avait pas de cause extérieure. Donc voilà. La conjonction de une épilepsie au long cours, un décès sans cause traumatique ou lié à un état de mal, et la confirmation par l'autopsie qu'il n'y a pas de facteur médical surajouté, nous permet de dire c'est une SUDEP. Alors on pourrait considérer que c'est finalement un critère par exclusion, mais dans les faits, non, on arrive quand même à homogénéiser ensuite nos diagnostics. Ensuite, il y a les SUDEP qu'on considère comme probables, c'est-à-dire un niveau quand même relativement fort. Et la majorité des études dont on a tous parlé après sur le plan épidémiologique considèrent les 2 ensemble, certaines et probables. C'est la même chose, mais chez des patients qui n'ont ensuite pas bénéficié d'autopsie et dont on n'a pas l'affirmation ultérieure qu'il n'y a pas eu d'autre cause. Et ensuite, il y a des SUDEP possibles, c'est-à-dire des patients souffrant d'épilepsie, mais qui vont avoir soit une autre comorbidité associée, une cardiopathie, une atteinte, un syndrome coronarien, et on ne sait pas, est-ce qu'ils sont décédés d'une SUDEP, est-ce qu'ils sont décédés d'infarctus du myocarde, et où là, on a toujours un doute, ou si au moment où le patient a été retrouvé décédé, s'il y a par exemple l'impression qu'il y a eu des efforts de vomissement, qu'il y a peut-être eu une inhalation, et que par conséquent, le décès était plutôt lié à l'inhalation que réellement à un arrêt respiratoire brutal post-critique. D'accord. Mon fils est décédé, donc il était seul dans son appartement parisien. Il est décédé en pleine journée, il était en télétravail. Il n'avait pas d'autres pathologies. Mais du coup, par rapport aux chiffres, je pense que tous les chiffres énoncés auparavant sont faux. Parce qu'à aucun moment, c'est écrit mort de SUDEP. Enfin, voilà. Alors les chiffres que je vous ai donnés, ils ne sont pas basés sur des études épidémiologiques en France. Ils sont basés sur diverses études dans différentes régions du monde avec des qualités de recueil de l'information différentes. En fait, ils sont faux. C'est pas si certain que ça, des fois, qu'ils soient faux dans le sens dont on s'inquiéterait. Je vais vous donner un exemple. Dans l'une des études françaises, autres que celle que je vous évoquais, qui a
inclus, alors c'est un sous-groupe de patients particuliers, c'est des patients qui étaient là pour un bilan préchirurgical d'une épilepsie, qui ont été inclus dans les 16 centres français qui font de la chirurgie de l'épilepsie, adultes. Il y en a 1066 qui ont été inclus et qu'on a suivis ensuite. Et sur ces 1066 patients, au final, en l'espace, sur les 10 ans de suivi, nous avons collecté 18 patients qui sont décédés de SUDEP. Il y a eu une quarantaine de décès, mais sur ces quarantaines de décès, il y a 18 SUDEP soit définies, soit certaines, soit probables, et une SUDEP possible. Ce qui a l'air de suggérer, avec le biais que certains d'entre eux avaient été opérés, donc peut-être que leur épilepsie était guérie, mais ça n'était quand même qu'une minorité de ceux-là qui étaient guéris, qu'en fait, il n'est pas totalement exclu que le chiffre que je vous ai donné, de 0,5 à 0,6% de risque annuel pour les pharmacorésistants, soit en fait peut-être une fourchette un tout petit peu haute, et qu'en tout cas, nous, on a eu moins de patients décédés, et c'était plutôt une très bonne nouvelle pour les patients. Ça nous a posé des soucis scientifiques, mais c'était une très bonne nouvelle pour les patients que ce qu'on pouvait attendre sur la base des chiffres. D'accord, je vous remercie. Alors, peut-être qu'on passe la parole au parrain, parce que je suis confuse, on a vraiment très très peu de temps. Donc, vous démarrez sur un sujet difficile. Oui, bonjour quand même. Hein. Bonjour, écoutez, je mets face à vous. Bonjour, vos grades et qualités. Bonjour, je mets face à vous mon ignorance supposée et mon incompétence confirmée. Je suis assez estomaqué de la qualité de ce que je viens d'entendre. Et ce qui me fascine, c'est que je suis face à des gens dont la compétence est assez extraordinaire et qui disent beaucoup « je ne sais pas ». Et où je vais peut-être savoir, ou je ne sais pas. Ça me fascine beaucoup parce que c'est d'abord certainement un grand courage de votre part. Et par rapport à vous avez parlé de la culpabilité, et je pense que c'est assez essentiel d'entendre ça pour les gens qui sont ici. Moi, j'ai la chance de ne pas être confronté à la maladie, parce que j'ai des amis qui sont confrontés à ça. Et je trouve que par rapport à la culpabilité, c'est assez merveilleux d'entendre ça, notamment pour l'entourage. Évidemment, pour les gens qui sont atteints de la maladie, mais notamment pour l'entourage. Je pense à vous, madame, ça me touche beaucoup, tout ce que vous avez dit. Et c'est fort de dire « je ne sais pas ». Voilà, moi, j'écoutais, voilà, j'assume mon incompétence et mon ignorance, hein, je vous l'ai dit. Je suis là pour ça. Voilà, et ça sert à ça. Et c'est assez rassurant de... Non, c'est pas rassurant de savoir qu'on ne sait pas, bien entendu, c'est idiot, mais... C'est assez rassurant de savoir qu'il y a... on est ensemble dans ces cas-là. Vous voyez, pour moi, vous n'êtes pas des étrangers. A priori, quand je suis venu ici, je me suis dit, je vais être confronté à des gens de grande compétence qui sont ici, ou à des malades. Et ben, je sens que je suis avec vous, en fait, en disant ça. C'est pas rien, je trouve ça très important. Je viens d'arriver. Franchement, si toute la journée c'est comme ça va être quelque chose, hein, franchement. C'est assez extraordinaire. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je trouve ça assez extraordinaire dans la philosophie de la vie, même. Vous parliez de liberté. Excusez-moi, je trouve que c'est grand. Voilà. C'est pas des mots en l'air. Merci à vous, en tout cas. Je pense que c'était une très belle conclusion et donc je vous invite à nous rejoindre après la pause déjeuner pour les travaux suivants. Merci à tous.